Un podcast Orso Média. Je suis né très tôt dans le domaine artistique. On a une petite idée qui nous traverse l'esprit, donc où du coup ma maman se maquille, par exemple juste tous les matins. Et puis c'est un moment aussi qui est tranquille parce que c'est un moment qu'on passe avec nous-mêmes. En fait, vraiment j'ai grandi dans ce côté créatif grâce à mes parents. Et du coup j'ai vu les tutos make-up, notamment aussi Richard du coup qui se maquille. Au final j'étais pas tout seul, que j'avais le droit de me maquiller, etc. Petit à petit, du coup vers l'âge de 15 ans, j'ai appris. On les appelle des influenceurs, ou certains préfèrent créateurs de contenu. Ils ne sont ni journalistes, ni des professionnels des médias, et pourtant ils informent, divertissent ou stimulent les neurones de millions de personnes chaque jour avec leurs vidéos, leurs podcasts, leurs stories ou leurs newsletters. Je suis Christopher Simonelli, cofondateur du label de podcasteurs Orso Média. Et dans Follow Me, je reçois les acteurs de ce qu'on appelle la creator economy. Des individus qui se sont constitués médias et qui racontent à mon micro leur parcours, leur quotidien, leur méthode de travail pour mieux comprendre cette révolution et pourquoi pas vous aider à y prendre part. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Follow Me. J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui un YouTuber, Instagrammeur, TikToker assez original que vous avez sûrement vu passer sur vos écrans de smartphone. C'est Fabien. Salut Fabien. Enchanté. Tu vas bien ? T'es bien installé ? Ouais, nickel. Je suis tranquille. Alors on dit juste Fabien ou Fabien CRFX? Alors, on va plus dire Fabien, parce qu'en soi, Fabien CRFX, c'est plus mon arrobase sur les réseaux, et puis c'est un peu comme les initiales à la fin. Donc CRFX, j'imagine que c'est plutôt ton nom de famille, Alors, va y avoir CR, c'est les initiales de mon nom de famille, du coup. D'accord. Mon nom de famille, c'est Cahuela Ruiz. D'accord. Et ensuite, FX, c'est parce que quand j'ai commencé à faire du maquillage, c'était du maquillage effets spéciaux. Ok. Donc, comme le cinéma avec du faux sang, des déchirures, des choses comme ça. Ok, super. Voilà. Bienvenue Fabien, je suis vraiment ravi de t'avoir, pour essayer de comprendre un peu plus comment tu fonctionnes, tout ce qu'il y a derrière de l'autre côté de la caméra quand tu nous fais ces vidéos qui sont incroyables, même que je vous invite tous à aller voir. Fabien, la tradition dans ce podcast, c'est que tu te présentes un peu et que tu nous racontes d'où tu viens, où est-ce que tu as grandi. Parfait. Alors, enchanté, du coup, moi c'est Fabien, j'ai actuellement 21 ans, dans quelques jours j'ai 22 ans, le petit coup de vieux, et du coup je suis né dans le sud de la France, dans un petit village un petit peu perdu, pas trop loin de Montpellier. D'accord. Donc je dis pas forcément le village parce que honnêtement ça intéresse personne et personne le connaît, mais voilà, c'est un petit village de 2000 habitants. D'accord. Et en fait j'ai grandi de A à Z tout le temps dans ce petit village, etc. Et après j'ai eu une adolescence assez simple, voilà, j'étais assez tranquille. Mais je suis né très tôt dans le domaine artistique, on va dire. Ok. Avec, par exemple, mon papa qui a toujours fait des tableaux, qui a toujours eu la main très créative. Ma grand-mère également, du coup, toujours du côté de mon papa. Il faisait ça par passion, c'est ça, en plus de son travail. Exactement, toujours par passion. C'était juste un passe-temps, en fait, son passe-temps favori, etc., pour passer le temps plus vite. Voilà. Donc, du coup, forcément, quand je suis né vraiment avec les dessins, les coloriages, la peinture, mais pas d'un point de vue juste pour passer le temps, d'un point de vue vraiment créatif et pour apprendre le dessin, etc. Très tôt. Et donc quand il t'apprenait à nourrir un peu cette créativité, je sais pas, par des expos ou il te montrait un peu des artistes, les différents styles de peinture. T'as grandi un peu là-dedans? Je dirais pas forcément ça, pas forcément dans la culture de l'art, mais surtout par rapport à comment est-ce qu'on peut faire de n'importe quel objet en fait quelque chose de créatif, juste parce que on a une petite idée qui nous traverse l'esprit, donc on a toujours par exemple exécuté je sais pas comment dire, mais on a toujours fait vraiment de n'importe quel objet. Si on a envie de le transformer en quelque chose de créatif, on le fait juste parce que ça nous fait plaisir, juste comme ça. Et puis après des différentes techniques, etc. Mais pas forcément la culture forcément de l'art. Alors, tu voulais faire quoi quand t'étais plus petit? Quand j'étais petit, étant donné que ma grand-mère, en fait, elle faisait des robes pour mes poupées Barbie. D'accord. J'avais ce côté où j'avais envie d'être styliste et justement de créer des robes. Mais après, cette idée, elle est vite partie parce que la couture ne m'a jamais intéressé. Non, pas du tout. Ça m'a jamais intéressé. Puis j'ai toujours eu peur aussi de me planter l'aiguille dans le doigt. Donc, ouais. Donc, tu as des dés à coudre. Ouais, mais je suis très peureux. Donc, pas ton truc. Ouais, non, ça a jamais été mon truc. Et puis après, au final, j'ai vu ce côté de ma mère avec le make-up, où du coup ma maman se maquillait par exemple juste tous les matins pour aller au travail, etc. Exactement.
Et en fait, quand j'étais petit, j'adorais la regarder se préparer, se maquiller, se pomponner, etc. Parce que je voyais que c'était un moment agréable. Et puis c'est un moment aussi qui est tranquille parce que c'est un moment qu'on passe avec nous-mêmes. Donc au final, juste, on est tranquille. On est tranquille, on est posé. Et puis juste, voilà, on prend soin de nous. Ouais, elle le passe avec nous, avec elle-même, mais toi quand même dans un coin qui la regarde. Oui, c'est ça, exactement. Moi, dans un coin comme ça. Elle savait que tu la regardais ou tu te planquais? Non, je me planquais pas. J'étais juste à côté parce qu'elle, ça la dérangeait pas. Et puis elle voyait que j'étais intéressé. Et puis après, il y a le côté aussi où, encore une fois, en fait, vraiment, j'ai grandi dans ce côté créatif grâce à mes parents. Mes parents, ils ont toujours aimé faire des soirées à thème. Ok. Par exemple, que ça soit les anniversaires, le nouvel an ou quoi. À chaque fois qu'il y avait des fêtes, il y avait toujours un petit thème juste pour qu'on puisse se déguiser. Et moi, j'ai toujours été le petit enfant fêtard, le petit enfant très jovial, etc. Et j'adorais un peu prendre du coup les vêtements de ma mère, son maquillage, etc. Et c'est vraiment à partir de ce moment-là où j'ai commencé du coup à toucher pour la première fois le maquillage, même si de base c'était juste pour m'amuser, pour recopier ma maman. Au final, après, quand j'ai grandi, je me suis vraiment rendu compte que c'était un domaine qui m'intéressait de plus en plus. Et tu t'es rendu compte que tu avais un don pour ça très tôt, ou bien quand même tes premiers essais étaient cata? Honnêtement, mes premiers essais... Est-ce qu'il y a du dossier? Oula, il y a des très gros dossiers, il suffit juste de remonter sur mon Instagram, parce que j'ai rien supprimé, parce que je trouve ça intéressant justement de voir l'évolution. Carrément. Mais alors, je dirais pas que c'était catastrophique quand même pour mon âge, mais je dirais que c'est comme n'importe quelle personne à ses débuts. Ça m'étonnerait que même par exemple un peintre très connu comme Van Gogh, par exemple, dès son premier coup de pinceau, il a réussi. C'est sûr. Donc après, voilà, juste c'était le petit côté passionné où je me suis investi de plus en plus et après j'ai appris. Donc pour en venir un peu au make-up, t'as forcément un moment où tu as commencé à te maquiller en dehors de ces événements où on se déguisait, etc. Donc, j'ai commencé justement à vouloir vraiment approfondir ce domaine-là dans le maquillage et à vraiment apprendre à me maquiller quand j'avais 15 ans. Donc au tout début où vraiment je m'étais renseigné déjà aussi sur les réseaux sociaux, il y avait les vidéos YouTube, les vidéos Instagram, donc on avait accès à beaucoup plus de tutos. C'est vrai que t'as que 21 ans, donc c'était il y a pas si longtemps. Exactement, c'était il y a pas si longtemps et c'était vraiment au tout début au final où l'influence commençait à décoller et surtout les tutos make-up, c'était vraiment cette période-là où ça a explosé. Et du coup j'ai vu les tutos make-up, j'ai vu notamment aussi Richard du coup qui se maquille, qui a été honnêtement un des précurseurs en tant qu'homme garçon qui se maquille sur les réseaux sociaux. Donc c'était hyper intéressant de voir que au final j'étais pas tout seul, que j'avais le droit de me maquiller, etc. Donc du coup je regardais les tutos et puis petit à petit du coup vers l'âge de 15 ans, à force de regarder les vidéos, j'ai appris et voilà, je suivais de A à Z. C'est hyper intéressant ce que tu dis parce qu'on touche du doigt la question des rôles modèles et tu vois peut-être que s'il y avait pas Richard sur YouTube, t'aurais eu ça en toi, mais t'aurais peut-être pas t'aurais peut-être pas osé aller jusqu'au bout de la démarche ou peut-être pas si rapidement. Peut-être pas si rapidement. Je pense qu'il y aurait eu une grosse phase où je me serais senti pas légitime d'être un garçon et de me maquiller parce que même si aujourd'hui on est en 2022 dans la société, le côté un garçon qui se maquille c'est encore assez mal vu, c'est très tabou, c'est pas encore ancré dans la société. Donc encore moins quand j'avais 15 ans, c'est sûr et certain que si j'avais pas vu au moins un seul garçon qui se maquillait sur les réseaux, je me serais dit c'est quand même bizarre, je suis le seul garçon qui est intéressé par le maquillage, enfin qu'est-ce qui se passe dans ma tête? Et au final heureusement qu'il y en a quand même comme Richard, du coup il y a quand même eu certains garçons qui se sont lancés sur les réseaux pour montrer quoi. Et là tu commences à acheter ton propre matériel et tout, ou tu piquais encore le matériel de ta maman? Non, c'est bon, ça fait très longtemps. Maintenant, c'est plus ma mère qui m'a piqué mon matériel. 15 ans, par exemple. Quand j'avais 15 ans, oui, quand j'avais 15 ans, je piquais au tout début encore le maquillage de ma mère, parce que j'en avais pas. Donc, pour commencer, pour débuter, c'était le maquillage. Ça va, elle râlait pas trop? Ça va. Au début, je me planquais un peu. Je l'avais pas forcément dit. J'allais pas dire à mes parents, coucou, aujourd'hui, j'ai envie d'apprendre à me maquiller, donc je peux prendre ton maquillage. Enfin, c'est bizarre. Donc, juste, j'attendais qu'elle soit pas là et je piquais dans sa salle de bain. Mais après, du coup, pour mon anniversaire ou pour Noël, je demandais en fait de l'argent de poche et du coup directement j'allais m'acheter mes premiers make-up, etc. Et comment ont réagi tes parents? Pour eux, c'était assez naturel au final. Franchement, on va dire d'une froideur extrême parce que vraiment rien. Enfin, froideur, neutralité peut-être. Oui, voilà, exactement, oui, neutralité parce qu'en fait juste pas de questions, rien, juste ok. Il y a pas de sujet, quoi. Non, pas de sujet, juste tu fais ce que tu veux et c'est ça pour moi ce qui est intéressant parce qu'il y a pas de questionnement. Parce que si je pars quand même du principe que quand tu vas poser une question à quelqu'un, c'est quand même une interrogation et c'est pas tellement c'est bizarre et c'est pas tellement logique. Alors que là, on va pas demander à une fille pourquoi est-ce qu'elle se maquille. Non, parce que c'est comme ça, c'est ancré. Donc du coup, le fait d'avoir eu des parents qui m'ont pas posé une seule question par rapport au make-up, moi ça m'a totalement
fortifié en soi, et je me suis dit ok, c'est bon, c'est une vraie chance, n'empêche. C'est ça, oui, c'est une chance. Tu te rends compte de cette chance, ouais. Honnêtement, c'est plus qu'une chance, mais en même temps, je me dis que c'est une chance, et je me dis que c'est le rôle logique d'un parent. Il y en a beaucoup qui vont se dire oui, mais un parent, ça doit éduquer assez sévère, etc. Ça doit un peu contrôler et tout. Mais moi, c'est pas du tout cette vision que j'ai d'une famille, de parents, etc. Pour moi, les parents, ils doivent accompagner l'enfant dans ses envies, dans ses besoins, et pas dans les besoins que le parent a pour son enfant. Pour moi, c'est l'enfant quand même qui est décisionnaire de tout. Donc, on doit l'accompagner pour choisir forcément ses meilleures décisions. Mais là, après, on parle quand même de maquillage. Donc, interdire à son enfant garçon de se maquiller juste parce que c'est un garçon. Ouais. Pour moi, il y a pas de danger. C'est pas juste l'aider, c'est l'interdire de faire quelque chose de bien au final. Et alors, comment t'es venue cette idée de partager ta passion pour le maquillage et tes séances de maquillage avec le plus grand nombre? Au début, avec pas grand monde, j'imagine, comme tous les créateurs de contenu. J'avoue qu'au début, il y avait littéralement personne, et surtout aussi pas mal de haine. Mais comment ça t'est venu, du coup à quel moment tu t'es dit, tiens, je vais me filmer, je vais montrer ça à tout le monde? En fait, déjà aussi, vu que je suis né dans les réseaux sociaux, pour moi, poster une photo sur Instagram comme ça avec mon maquillage, ça me dérangeait pas forcément. Mais après, entre guillemets, le mettre d'une manière où sur les réseaux sociaux, je veux que ça s'agrandisse et je veux avoir une communauté, etc. C'est tout simplement parce que du coup, je voulais travailler dans le domaine du make-up. D'accord. Mais j'ai la peur de maquiller les autres. Donc du coup, je me suis dit, il n'y a pas 36 000 possibilités. Si tu veux travailler dans le maquillage, soit tu te maquilles toi sur les réseaux, soit tu maquilles d'autres personnes. Donc du coup, la seule possibilité qui était devant moi, c'était de me lancer sur les réseaux. Et c'est ce que j'ai fait. Et au final, je regrette pas du tout. Ça a été Donc c'était vraiment pour montrer ton savoir-faire, ton envie, etc. Donc t'as commencé par quelle plateforme? Alors, sincèrement, j'ai commencé sur Instagram. Mais après, sur Instagram, c'est très compliqué. En photo, juste? Ouais, c'est ça, en photo. Ouais. Je faisais des petites vidéos aussi, mais c'était de très mauvaise qualité de base. Et puis, surtout la vidéo aussi, était peut-être pas forcément aussi développée qu'elle l'est aujourd'hui sur exactement. Insta. Ouais, c'est ça. Et puis, dans tous les cas aussi, sur Instagram, c'est compliqué quand même de se créer une communauté, de se développer tout seul. Il y a pas forcément du moins à l'ancienne. Maintenant, il y a les Reels, donc on peut sortir de nulle part, mais à l'ancienne, sur Instagram, c'était vraiment de base la petite communauté. C'est on partage nos photos, etc. Mais c'est compliqué de se développer et d'avoir une visibilité comme ça du jour au lendemain. Ouais. Puis après, du coup, est venu TikTok. Donc là, c'était le tout début de TikTok d'ailleurs, parce qu'avant c'était Musical.ly, mais j'avais pas Musical.ly. Ouais. Et quand il y a eu le lancement de TikTok, je me suis dit, ça peut être intéressant. Une vidéo, c'est une nouvelle application, c'est une application qui met en avant justement n'importe quelle vidéo, n'importe quel créateur. On peut sortir de nulle part comme ça et boum. Et du coup, je me suis dit, ok, je vais faire ça, je vais commencer. Et puis au final, et là, boum. Trop bien, boum. Ouais, honnêtement, ça a explosé dès les premiers mois, donc ça a été très cool. C'est vrai que sur TikTok, ça peut aller extrêmement vite. Des fois même trop vite. Ouais. On se rend pas compte de la chance qu'on est en train d'avoir, etc. Et là, quand tu dis que ça allait très vite sur TikTok, t'as peut-être quelques chiffres à nous partager? Oui, bien sûr. Je crois qu'au bout de 6 mois, j'avais par exemple 250 000 abonnés, quelque chose comme ça. Alors, je sais qu'à l'heure d'aujourd'hui, encore sur TikTok, c'est de plus en plus facile de gagner des abonnés. Mais à ce moment-là où l'application venait d'être créée, 250 000 abonnés en 6 mois, c'était quand même énorme. Ouais, même encore aujourd'hui, 250 000 en 6 mois, c'est... Mais certains peuvent faire encore plus que 250 000 abonnés en 6 mois. Mais du coup, c'était assez impressionnant. Et puis après, la communauté, elle a commencé à se développer petit à petit. Et ça, comment tu l'expliques, ce démarrage un peu fulgurant sur TikTok? Moi, je l'explique tout simplement parce que nouvelle application, nouvelle communauté, et nouvelle communauté qui n'est pas encore habituée à voir un garçon qui se maquille. Sur Instagram, sur YouTube, il y en avait. Il y avait Richard pour la France. Ouais. Il y en avait d'autres, mais j'ai plus le nom parce que je crois que de toute façon, ils ont arrêté un petit peu les réseaux. Mais après, il y avait quand même tous ces influenceurs américains qui partageaient leur contenu. Donc ça, c'était déjà du vu et revu sur Instagram et YouTube. Mais TikTok, nouvelle application, personne ne connaissait. Surtout qu'en plus, au tout début, c'était quand même des très jeunes. C'était vraiment des enfants. Ouais. Donc automatiquement, un garçon qui se maquille, au début, on va dire, c'est d'un point de vue bizarre qu'ils vont nous regarder parce qu'ils sont intrigués. Puis après, juste, ils sont en mode, ok, c'est normal. Trop bien. Ouais. Et tu proposais quel type de contenu sur TikTok? Je crois que directement au tout début, j'avais commencé avec des petits tutos et surtout avec des lip sync, mais pas en reprenant par exemple, pas en faisant des playbacks sur des chansons, en faisant des playbacks de scènes par exemple de films ou d'humoristes connus, des choses comme ça. Je trouvais ça plus fun d'être maquillé. Et t'avais pas ce côté avant-après. Tu faisais tes lip sync déjà maquillés, c'est ça? Oui, c'est ça, exactement. Je faisais déjà mes lip sync avec des fossiles, avec un rouge à lèvres. Donc automatiquement, dès la première seconde, l'auditeur était intrigué.
Et après, forcément, quand je faisais mes tutos, au début, les gens me voyaient démaquillée. Et après, ils étaient en train de se dire, ah, il est en train d'utiliser des pinceaux, il met du fard à paupières, c'est bizarre. Ouais. Donc du coup, pareil, en fait, la personne elle va rester pour voir jusqu'au bout parce qu'elle est intriguée. Donc bon. Ta communauté sur TikTok, elle est différente de celle que t'as sur Instagram? Je dirais pas qu'elle est différente, honnêtement, parce qu'après, quand quelqu'un veut réellement nous suivre, cette personne elle va nous suivre sur tous nos réseaux. Donc je pense qu'elle est pas différente. Je pense que quand même sur Instagram, ça rajoute encore une fois un côté plus de proximité, parce qu'il y a les stories, il y a les messages privés. Sur TikTok, il y a pas de messages privés. Il y a pas, enfin maintenant il y a les stories sur TikTok, mais honnêtement moi je m'en sers pas. Alors que sur Instagram il y a quand même les stories, ça rajoute. On a du mal à comprendre d'ailleurs hein, les stories sur TikTok. Ouais, non, c'est quoi un TikTok par rapport à une story? Je sais pas, TikTok, c'est une story au final qui va être également dans les pour toi, mais que c'est du coup c'est une vidéo qui va durer que 24 heures. Moi personnellement j'y arrive pas encore. Je vais essayer, mais j'y arrive pas encore. Mais du coup ouais sur Instagram c'est plus proche. On a une communauté encore plus intense entre guillemets, parce que vraiment le fait juste de répondre aux messages privés c'est quand même hyper important, et du coup la communauté elle se sent encore plus investie dans notre vie quoi. Je me demande si c'est pas aussi lié à l'algo de TikTok qui va avoir tendance à pousser tes vidéos auprès de plein de personnes qui te suivent pas forcément ou qui sont pas déjà dans ta communauté ou même par à un ou deux clics de ta communauté on va dire et du coup t'as peut-être moins de proximité avec les gens qui te suivent. Hormis avoir une proximité en répondant aux commentaires. En réalité, on peut pas réellement en avoir, ou alors aussi en faisant des vidéos du coup qui répondent aux commentaires, parce que c'est ce qu'on peut faire sur TikTok. Donc là, c'est la seule réelle proximité qu'on peut avoir avec notre communauté. Mais c'est tout. Donc t'as combien d'abonnés aujourd'hui sur TikTok? Sur Insta? TikTok, je suis à 2,8 millions. Sur Instagram, énorme. Je crois que je suis à 683 ou 84. 684. Voilà. Je te demande, mais j'ai les chiffres devant et les après, j'ai YouTube. Du coup, sur YouTube, j'ai 420 000, quelque chose comme ça, 419 000. C'est ça, 419 000. Et tu regardes beaucoup? Avant, je regardais ces beaucoup. chiffres-là. Ouais. Avant, je regardais beaucoup parce que pour moi, c'est ce qui était un peu la signification de tout. Et au final, en fait, je me suis rendu compte que je faisais un peu des crises d'angoisse par rapport à ça. Ouais. Le fait de voir, oh, là, j'ai un peu perdu. C'est hyper angoissant. Comment tu t'en es rendu compte? Que je faisais des petites crises d'angoisse par rapport à ça. Ouais, mais concrètement, c'est quoi physiquement? T'étais angoissé, t'étais stressé. Ça. En fait, par exemple, du coup, avec mon agence, quand on fait des partenariats, etc. Ton agence Follow, hein? Oui, avec mon agence Follow. Par exemple, tous les mois, on doit faire les statistiques, par exemple, de nos comptes, pour voir l'évolution par rapport au nombre de posts qu'on a pu faire, si on a fait plus de vues, en gros, ça, l'évolution du compte en un mois. Et en fait, je me suis rendu compte que à chaque fois qu'on me les demandait, j'étais un peu paniqué et j'attendais toujours, par exemple, 2-3 heures, voire même un jour avant de les envoyer, parce que vraiment, au début, je voyais le message en mode Fabien, est-ce que tu peux m'envoyer tes statistiques, etc. de tes comptes? Et là, d'un coup, un peu le choc, la petite boule au ventre qui vient, la petite montée d'adrénaline. Genre, faut rendre des comptes, là. Exactement, faut rendre des comptes. Et là, d'un coup, hop, je suis en mode, je crois que j'ai un peu perdu, je crois que j'ai moins travaillé ce mois-ci, j'ai moins fait de vidéos, etc. Et du coup, c'est hyper stressant. Parce que j'ai l'impression qu'on va m'engueuler, alors que pas du tout, hein, puisque je contrôle tout seul mes réseaux, mais c'est hyper stressant. Et après, du coup, je me suis rendu compte que ça me montait trop à la tête, les statistiques. Et du coup, là, j'essaie de plus en plus de prendre du recul et d'être juste en mode, dans tous les cas, l'algorithme, on ne le contrôle pas. Si l'application aujourd'hui, elle décide de pas te mettre en avant, elle te mettra pas en avant et puis c'est tout. Donc du coup, juste j'essaie de prendre de plus en plus de recul et de pas stresser pour rien. T'y arrives? Petit à petit, oui. Honnêtement, oui. Ça n'a rien à voir, par exemple, avec il y a 3 mois où vraiment c'était littéralement quand on me demandait mes statistiques, ça me plombait ma journée. Vraiment, cette journée-là, je savais que j'allais être déçu de ce que j'avais pu faire ou quoi, des choses comme ça, parce que ça me stresse. Et au final, après, maintenant, je sais que je vais pas être déçu sur toute une journée, ou ça va pas me stresser sur toute une journée. Je pense pas qu'il te soit déjà arrivé de perdre des abonnés d'un mois à l'autre, parce que tu dois être en constat. Non, tu dois être quand même en progression. C'est toujours en progression. Une progression plus ou moins forte, non? Souvent, en fait, les applications, chaque année, on va dire, les applications, elles font un tri des comptes inactifs. Ouais. Parce qu'en fait, quand on a un compte, par exemple, tu peux avoir des faux comptes. Voilà, c'est ça. Il y a des faux comptes. Il y a des comptes, par exemple, qui n'ont pas posté de photos pendant 3 ans et du coup, par exemple, ils utilisent un nom d'utilisateur. Sauf que du coup, ça prend le nom d'utilisateur pour un compte qui est pas actif, donc ça va supprimer les comptes petit à petit. Ouais. Et forcément, si ce compte-là, il était abonné à moi et que juste, par exemple, il likait des photos, mais que il commentait pas, ou alors lui-même ne postait pas de photos, c'est quand même compté comme un compte inactif, donc du coup, il va être supprimé. Mais moi, du coup, ça me fait une perte d'abonnés. Après, ça, c'est 1 fois par an, mais c'est vraiment 7 fois par an où là, boum, il y a le stress, quoi.
Ouais, bah après, c'est le cas de tout le monde. Oui, exactement. Voilà. Parce qu'après, on a tendance à se dire, ok, je suis le seul, etc. Au final, on regarde le compte Instagram ou le compte TikTok de tout le monde, on voit que tout le monde a perdu des abonnés et t'es en mode, ah ok, bon, c'est juste la mise à jour, quoi. Au-delà du nombre d'abonnés, tu as d'autres indicateurs que tu suis pour comment dire, piloter un peu entre guillemets ton activité de créateur de contenu. Je sais pas, le taux d'engagement, le nombre de commentaires, etc. Des choses comme ça. Je vais pas forcément regarder le nombre de commentaires, mais pour avoir quand même le contrôle de mes réseaux, moi ce que je fais, c'est justement, je vais voir quand même l'attente de ma communauté, parce que moi j'évolue sur les réseaux. Ma communauté, si elle me suit depuis 3 ans, forcément elle va pas forcément avoir les mêmes envies qu'il y a 3 ans. Donc faut quand même évoluer en prenant en compte quand même l'avis de tout le monde, de la communauté, et de voir ce qu'ils veulent, et d'essayer de faire ce qu'ils veulent voir sur les réseaux. Donc du coup, je regarde leurs commentaires, leurs messages privés, et comme ça après j'adapte en faisant un contenu qui les intéresse et qui m'intéresse à moi aussi. Et tu les sondes aussi, toi, d'une autre manière, via des TikTok ou des sondages Instagram? Oui, voilà, les sondages Instagram, la boîte à questions, par exemple, est-ce que vous voulez que je fasse un style de vidéo en particulier, est-ce que vous voulez que je crash teste une marque en particulier, etc. Et comme ça après le nom de la marque par exemple qui revient le plus, je ferai le crash test parce que c'est ce qu'ils attendent. Ouais, c'est vraiment des tests, quoi. Oui, c'est ça. Aide à l'achat, aide à la recommandation. Et alors, quel type de contenu tu postes sur TikTok? Quel type de contenu tu postes sur Instagram et aussi sur YouTube? Parce qu'on en a parlé très brièvement, mais tu as aussi du coup une grosse chaîne YouTube qui a 419 000 abonnés. C'est relativement gros quand même. Oui, très gros. Comment t'organises un peu ça, la production sur ces différentes plateformes qui ont chacun leur code et leur propre grammaire éditoriale? Alors déjà tous les contenus sur chacune des applications du coup est totalement différente. D'accord. Sur TikTok, vu que c'est quand même de base des vidéos qui sont assez rapides, assez peps, notre communauté elle a besoin de voir dès les premières secondes de quoi ça va parler. Donc il faut être très actif. Donc par exemple, je vais faire des crash tests. En ce moment, je fais des crash tests de mascara. Donc du coup, directement, je dis aujourd'hui, je vais crash tester tel mascara et comme ça, au moins la personne, elle sait ce qu'elle regarde. Et si elle veut rester, elle reste. Si elle veut pas rester, elle reste pas. Mais du coup, c'est des vidéos vraiment plus entre guillemets moins travaillées. C'est plus dans le crash test. C'est vraiment, je donne mon avis de A à Z, etc. Donc ça, c'est mon style de vidéo sur TikTok. TikTok, ouais. Il va y avoir également des trends, les tendances. S'il y a j'allais dire une chorégraphie, non. Mais si par exemple il y a un son tendance avec des petits textes à mettre, une blague ou des choses comme ça, je vais la faire si ça me plaît. Sur Instagram, si je fais des reels, ça va être des reels plus tuto, mais avec une musique de fond. Pas de blabla, juste moi qui me maquille avec quand même un côté assez peps, assez rythmé. Parce que si c'est mou, pareil, c'est chiant à regarder, c'est pas intéressant pour des applications qui veulent du contenu rapide. Et après, du coup, si c'est une photo, Instagram, c'est une photo, mais quand même assez qualitative. Et après, il va y avoir YouTube, où YouTube, c'est quand même une toute autre, encore une fois, application, dans le sens où c'est des vidéos beaucoup plus longues. Là, c'est pas gênant si la vidéo, elle est un peu plus lente que d'habitude. Donc, sur YouTube, je vais essayer de faire également des crash tests, mais là, du coup, ça va être des crash tests sur du 10 minutes. Donc, je vais pas crash tester un seul produit. Je vais crash tester une gamme de produits, toute une marque. Ou alors je vais essayer de parler un peu sur des sujets style un peu santé mentale, etc. Comment est-ce que je me sens, mais sous forme de petits vlogs, parce que juste une vidéo face cam comme ça, c'est un peu glauque, quoi. Donc avec Est-ce que tu fais un peu de recyclage, par exemple si tu produis une vidéo assez longue sur YouTube, est-ce que tu vas réutiliser un peu cette matière différemment sur TikTok ou sur Insta? Je l'ai déjà fait, honnêtement, et au final j'ai arrêté. Parce que c'est pas forcément ce qui intéresse ma communauté, en tout cas de TikTok. Donc je l'ai déjà fait, mais j'ai arrêté parce que après je pars quand même du principe que chaque contenu que je fais a vraiment son application. Et du coup, si je dois faire une vidéo longue, c'est YouTube. Si je veux faire une vidéo crash test courte, c'est TikTok. Si je veux faire une vidéo qualitative, vidéo maquillage, Instagram. Hop. Non, mais effectivement, c'est un choix très ambitieux parce que ça te demande beaucoup de temps et beaucoup de ressources. Après, c'est vrai que sur ces différentes plateformes, elles se marchent un peu sur les pieds, on va dire. T'as YouTube Short qui
qui obéit un peu aux mêmes règles que des Reels ou des stories sur Instagram. On a parlé tout à l'heure, t'as des stories maintenant sur TikTok. Donc tu pourrais te dire, tiens, qu'il y a tel contenu que tu pourrais éventuellement réutiliser parce qu'il y a une case qui pourrait bien fonctionner sur ces plateformes. Donc tu le fais pas forcément. YouTube Shorts, par exemple, non, c'est pas un truc YouTube Shorts, je fais un petit peu, en fait, quand j'y pense, parce que ça reste quand même une nouveauté. Donc moi, vu que je suis habitué quand même à TikTok et à Reels, faut que juste j'arrive à rentrer ça dans ma tête et que j'arrive à poster sur Shorts et que ça devienne vraiment dans mon quotidien. Mais dès que j'y pense, je poste. Parce que ça fait partie de la nouveauté et puis parce que c'est sympa les nouveautés sur les applications, donc je fais. Ouais, faut tester. Voilà, c'est ça, faut tester. Et à quel rythme tu publies sur chacune de ces plateformes? Alors sur TikTok, je dirais une vidéo par jour minimum, surtout en ce moment. Mais en vrai, je vais plus être à 2-3 TikTok par jour. Ah ouais. Ouais, c'est assez intense TikTok. J'aime bien les crash tests. J'adore découvrir des nouveaux produits et tout. Instagram, étant donné que c'est des vidéos quand même plus posées, plus entre guillemets juste formelles où je me maquille comme ça, je vais dire 3 vidéos par semaine, ce qui est déjà bien. Ouais. Les photos, j'avoue que j'ai un peu délaissé parce que j'adore les Comme reels. beaucoup, en fait. Ouais, c'est ça. J'adore les reels au final. Et quand on est dans le domaine du maquillage, c'est tellement plus plaisant de montrer un maquillage en plusieurs étapes avec une vidéo plutôt qu'avec juste une photo. Ouais. Et en plus, les photos, c'est très facilement retouchable. Donc au final, est-ce que réellement je me suis maquillée ou pas? Personne ne peut le savoir. C'est un filtre. Mais ouais. Et après YouTube, étant donné que c'est quand même l'application qui demande le plus de temps, j'essaye globalement de faire une vidéo une fois toutes les 2 semaines. D'accord. Parce que ça prend énormément de temps YouTube, entre le montage, le tournage, etc. On va dire que c'est minimum 2-3 heures de tournage pour une vidéo YouTube. Et le montage, ça va être une journée entière. Si on calcule en heures, ça fait une journée entière. Donc du coup, c'est très long. C'est hyper bien que tu parles de ça parce que ma question d'après venait sur concernait ta prod, sur le qui fait quoi au final. Aujourd'hui, tu fais tout sur la prod ou t'es accompagné? Alors en termes de prod réellement sur mes contenus personnels, je fais tout. Dans le sens où j'ai pas besoin d'être accompagné, etc. Parce que c'est pour ça aussi que ma communauté me suit. C'est pour mon côté assez naturel, etc. Mais après, par contre, c'est forcément s'il y a par exemple un contenu à faire avec une marque, parce que c'est une collaboration ou quoi, là je vais demander d'être accompagné parce que c'est plus intéressant de voir justement la vision d'autres personnes, parce qu'une collaboration c'est quand même plus important que juste ma simple vidéo comme ça face cam. Mais sinon après globalement je suis seul, hormis pour mes vidéos YouTube où je fais le montage moi-même, mais juste pour les miniatures, je les fais pas parce que je maîtrise pas du tout les miniatures YouTube, je suis très nul. Et puis c'est vrai que c'est hyper stratégique les miniatures sur YouTube. C'est vraiment c'est la photo qui va dire si oui ou non on a envie de cliquer sur la vidéo, donc c'est trop important et j'ai pas cette notion là, donc et puis j'y arrive pas. Donc du coup j'ai délaissé ça et dès que j'ai besoin d'une miniature, c'est bon, j'ai un contact et du coup on me fait ma miniature quoi. Et sur TikTok, tu enregistres d'abord tes vidéos et tu les assembles après dans l'éditeur de TikTok, ou tu fais du montage, je sais pas, sur une appli, sur ton téléphone, et après tu importes. Je fais tout hors TikTok. D'accord. Du temps, quand je fais j'utilise InShot. C'est très simple, c'est hyper rapide. Moi qui fais justement des vidéos crash test, j'ai besoin de faire un petit zoom, juste quelques cuts, c'est suffisant. Après, si on veut vraiment faire des gros montages, InShot, ça sera pas suffisant. Okay. Ouais, InShot. Une application payante, gratuite? Gratuite, mais si on veut enlever le logo en bas de la vidéo, faut payer l'abonnement. Ok. Mais sinon, bon, j'imagine que tu dois payer, toi. Oui. Après, en vrai, ça va, je crois que c'est 3 €, donc bon, ça va. Bon, ça va. Ok. Mais et après, je fais du coup tout mon montage. Pareil, je filme avec mon téléphone hors l'application. Et du coup, après le montage, et hop, je mets sur l'application, du coup, pour poster. Tout sur ton téléphone. C'est ça, tout sur mon téléphone. Ok. Et tes Reels? Mes Reels, pareil, sur le même InShot fonctionnement aussi. sur InShot. Je filme hors caméra avec, hors l'application Reels, directement avec mon téléphone, je fais le montage et ensuite je poste. Tu utilises un micro spécifique, non, ou celui de l'iPhone? Non, celui de mon Samsung, du coup. Samsung, pardon. Ouais. Mais du coup sur mon téléphone directement, pas de micro. Ok. Et est-ce que tu te fais un planning de prod à l'avance? Tu sais si, tu vois, tel ou tel jour, il faut que tu consacres, je sais pas, 1 heure de ton temps à faire des TikTok. Est-ce que tu prévois un peu à l'avance ou t'es un peu en flux tendu? Je suis en flux tendu, honnêtement. La veille, très souvent, je vais me dire, par exemple, avant de dormir,
ok, demain, ça serait bien que tu fasses ci, ça. Après, si je le fais pas, tant pis. T'arrives à y penser? Oui, pas oui. oublier? Oui, en vrai, c'est compliqué d'oublier parce que, mais en fait, c'est bête, mais c'est un peu comme si, par exemple, quelqu'un oublie d'aller au travail le matin en prenant la voiture. Enfin, oui, mais ça après, s'oublie pas, quoi. Tu peux t'endormir le soir avec des idées, pour ton boulot. J'enregistre donc tout. t'enregistres tes idées. Oui, j'enregistre mes idées, mes inspirations, etc. Voilà, c'est ça. Ouais, donc c'était ma question. J'enregistre tout, oui. Pour pas oublier, parce que sinon, oui, j'ai la tête en l'air et du coup, j'oublie. Et au final, l'idée que j'ai eue la veille, je vais la faire dans 3 semaines. Donc, au final, bon, c'est pas ouf, quoi. Et en étant à flux tendu comme ça, t'arrives quand même à faire face à des imprévus. Je sais pas, une journée ne peut pas se passer forcément comme prévu. Si t'as une urgence qui t'arrive, tu rates un train, je sais pas, un avion, un truc. Imagine, tu te retrouves avec une journée sans avoir pu créer de contenu. Comment tu fais? S'il y a une journée où j'ai pas réussi à créer du contenu, de base, j'étais très stressé et je m'en voulais énormément. Après, ça t'est déjà arrivé? Oui, ça m'est déjà arrivé en fait. Par exemple aussi, j'ai pas eu le moral. Je voulais faire une vidéo et au final, je me réveille, je suis pas forcément bien, je suis un peu triste, etc. Et au final, je vais rien faire de ma journée. Et de base, je m'en voulais. Mais maintenant, encore une fois, j'essaie vraiment de prendre du recul sur ça, parce que de base, si je me suis inscrit sur les réseaux, c'était quand même d'un point de vue, on va dire, pour m'épanouir, quoi, pour prendre du plaisir et pas forcément pour me mettre des bâtons dans les roues à moi tout seul et pour me dire oh là là t'es nul, t'as pas fait ci, t'as pas fait ça. Donc si j'ai pas fait mon TikTok de la journée, c'est pas grave. Et après je me dis au final demain au lieu d'en faire 3, t'en ferais 4. Comme ça moi c'est bon. Ouais, c'est une bonne manière de faire. Et où est-ce que tu tournes alors chez toi, j'imagine? Oui, dans mon appartement. Tu t'es fait un petit coin studio ou c'est pas forcément toujours au même endroit? C'est tout le temps au même endroit. Alors c'est un petit coin studio, pas vraiment, c'est dans mon salon. Mais j'aimerais bien avoir un petit studio, enfin du moins avoir. Parce que j'imagine que les lumières doivent avoir un rôle important quand même. Hyper important pour le maquillage, surtout pour le maquillage, c'est hyper important. 3/4 du temps, je me filme en fait devant ma baie vitrée, enfin devant ma fenêtre. Donc, en gros, j'ai une grande fenêtre. Donc lumière naturelle alors. Lumière naturelle, mon appartement il est explosé, il a explosé plein sud. C'est gênant mais on arrive quand même à bosser. Il a explosé plein sud, donc c'est parfait, j'ai du soleil, j'ai de la lumière toute la journée. Ouais. Et j'ai mon trépied qui est une ventouse, donc du coup hop, je colle directement. Ah pas mal ça. Ouais, c'est hyper pratique. Donc pareil, si je veux le coller dans mon miroir de salle de bain parce que je veux faire un TikTok dans ma salle de bain, je peux. T'as jamais eu d'accident avec le téléphone qui... Si. Beaucoup, énormément de fois, mais après étant donné que je m'assois sur un pouf, le téléphone il est jamais bien haut, donc s'il tombe, c'est bon. Comment tu gagnes ta vie, Fabien? Alors, pour tout ce qui est mon métier par rapport à l'argent sur les réseaux sociaux, de base, dans un premier temps quand même, quand j'ai commencé à gagner de l'argent, c'était par rapport au partenariat et par rapport aux collaborations avec les marques. Après, je me suis lancé sur YouTube, donc YouTube il y a la rémunération, tout le monde sait, c'est à peu près 1 euro les 1000 vues, ça peut varier, ça peut être 3 euros les 1000 vues, ça peut être 80 centimes les 1000 vues, ça varie sur chacune des vidéos. Et après, il y a 1 an, il y a eu la monétisation TikTok, qui était très faible de base. C'est-à-dire que c'était, par exemple, pour 1 million de vues, on gagnait peut-être 10 euros. Ouais. Donc, à moins de faire, imaginons, 10 TikTok par jour et que tous les TikTok font 1 million de vues, on peut pas vivre. On pouvait pas vivre de TikTok. T'es pas le premier à dire ça à mon micro. Mais après, en même temps, j'ai envie de dire, gagner par exemple 10 euros pour un TikTok qui a pris 15 secondes à faire, c'est toujours cool. Mais en même temps, on peut pas en vivre. Maintenant, il y a la nouvelle monétisation TikTok qui est depuis 1 mois, je crois. C'est comme YouTube. Donc c'est 1 euro les 1000 vues à peu près, mais ça concerne seulement les vidéos qui font plus d'1 minute. Donc sur TikTok, maintenant, on peut faire des vidéos entre 15 secondes, 60 secondes, ça peut aller jusqu'à 3 minutes. Et du coup, si on veut avoir cette monétisation, c'est-à-dire 1 euro les 1000 vues, à peu près, c'est comme YouTube, encore une fois, on peut avoir 80 centimes, on peut avoir 3 euros, ça varie sur chacune des vidéos, mais du coup, ça concerne que les vidéos de plus d'1 minute. T'en as fait des vidéos de plus d'1 minute? Oui, sur bien TikTok? sûr, oui, j'en ai fait, et je vois qu'à chaque fois, en fait, c'est différent, hein, vraiment, c'est hyper... Ça a dû changer pas mal de choses quand même. Faire des vidéos d'1 minute sur TikTok, un réseau sur lequel on était plutôt sur des consignes de ne jamais dépasser 15 voire 20 secondes. C'est ça, on avait de base TikTok, c'était que du rapide. Un peu épileptique d'ailleurs, c'est ça. Comme ça. Et après ça va faire en vrai, je crois que ça fait 1 an qu'il y a quand même l'option des 3 minutes sur TikTok, donc ça faisait 1 an qu'ils voulaient développer ce côté contenu long. Et au final, là, ils veulent vraiment encore plus le développer parce que sinon, je pense qu'ils auraient jamais mis cette monétisation là. Donc
c'est différent et au final après ça plaît quand même à ma communauté parce qu'au final regarder un crash test d'un produit c'est quand même mieux dans une vidéo qui dure plus d'une minute qu'une vidéo de 30 secondes. Parce tu vas un peu plus en profondeur dans les sujets. C'est ça, dans les détails, les points que j'aime réellement, que j'aime pas, etc. Donc ça, c'est toute la monétisation automatique via les plateformes. C'est ça. Tu as d'autres leviers, j'imagine. C'est ça. Bah après, du coup, les autres leviers, c'est forcément les partenariats, les collaborations avec les marques. Donc ça, du coup, c'est via mon agence Follow, qui est une agence qui est très bien sur ça, très carré. Il y a pas de faux pas, il y a pas de marque. Tu fais référence à d'autres. Oui, on peut faire référence à d'autres quelques acteurs personnes, du marché. Ouais, voilà. Donc il y a pas d'entourloupe quoi. C'est juste des marques en réalité que en fait tout le monde connaît. On va pas d'un coup attendre la moule à shop pour la référence. Ah ça y est, ça y est. Voilà, ça c'est dit. Ça lâche. Mais ouais, il y a pas de marque un peu bizarre comme ça sortie de nulle part avec une... Oui, il y a pas de marque Wish. Exactement. C'est que des bonnes marques et en plus de ça aussi on décide à 100% si on veut oui ou non collaborer avec la marque. Il y a pas par exemple ce mois-ci tu vas collaborer avec toutes ces marques. Non, c'est par exemple on est en contact avec telle marque, elle est intéressée par ton profil. Est-ce que toi t'es intéressé par cette marque? Et oui, non. Pourquoi pas? Je parle avec la marque, patati patata. C'est quoi tes critères de choix? Énormément le feeling. D'accord. En fait, étant donné que moi j'aime le simple, l'efficace, et j'aime surtout aussi quand les marques nous comprennent. Parce que très souvent, ça m'est déjà arrivé, par exemple, de tomber avec une marque. C'était il y a très longtemps, c'était avant Follow. C'était par exemple des marques qui nous envoient un brief et tu dis mot pour mot ce qu'il y a écrit sur le brief. Ben non, ça se passe pas comme ça. Littéralement, je suis pas un robot. Si je lis mot pour mot, ça va se voir. Personne va être intéressé. Le partenariat ne va pas marcher. Ça n'a aucun intérêt. Et c'est que la marque a pas compris grand chose à l'univers de l'influence. Oui, c'est ça. En fait, c'était au tout début de l'influence. C'était les marques qui ont plus l'habitude des publicités à la télé. Et ils se disent, les réseaux sociaux, ça marche pareil. Ils veulent nous voir avec le produit comme ça. On bouge pas. On dit les 3 mots qu'il faut dire et puis c'est tout. Mais malheureusement, c'est pas comme ça que ça marche. Mais du coup, ouais, le feeling, j'aime bien avoir justement rencontrer en fait les marques. Par exemple, c'est pour ça que je vais souvent à des événements pour rencontrer les marques en physique, pour voir avec qui je vais sûrement collaborer, parce que ça change tout. Parce que, par exemple, voir qu'une marque, elle est hyper froide, hyper, je sais pas comment dire, mais s'il y a des marques avec qui je sens qu'il y a pas le feeling, j'ai pas envie de me forcer à faire un partenariat, parce que dans tous les cas, ça va se sentir dans mes contenus, donc ça n'a aucun intérêt. Et si il y a un contenu au final où ça se voit que je suis pas à l'aise et que j'ai été un peu forcé, ça va me porter préjudice pour d'autres contenus sur lesquels où là j'ai été vraiment à fond dedans et j'ai été super content. J'imagine que tu testes les produits aussi avant de recommander. Oui, surtout dans le domaine du maquillage. Ouais. Après, il y a des partenariats où on n'a pas besoin de tester les produits parce que des fois ça va être par exemple des partenariats avec des séries, des films, des choses comme ça. Donc là, hormis regarder la série, c'est pas vraiment un test en soi. Mais sinon, oui, après tout ce qui est maquillage, etc. Si je dois parler par exemple, imaginons d'un mascara et je dois donner plein de points clés du mascara, volume, longueur, etc. Et que je vois qu'au final, quand je le teste, il y a rien de tout ça, ça sert à rien. Enfin, ça t'est déjà arrivé justement, donc d'avoir finalement topé avec une marque pour dire ok pour parler de ce produit, mais je le teste avant, tu le testes et au final. Oui, ça m'est déjà arrivé plusieurs fois. Parce que aussi. Comment tu gères ça du coup? En soi c'est simple parce que je me dis qu'en soi c'est pas la faute de la marque, c'est pas ma faute à moi non plus. Surtout dans le domaine du cosmétique, c'est tellement différent et c'est quand même c'est propre à chacun. Ma peau, elle va réagir différemment, par exemple à chaque fond de teint ou à chaque crème. Donc par exemple, s'il y a une crème hydratante que je dois mettre en avant, mais que si je la mets, j'ai une plaque rouge parce que je suis malheureusement allergique à un produit, forcément je vais pas faire le partenariat parce que je vais être rouge ou ou pareil avec n'importe quel produit, par exemple de maquillage, etc. Donc c'est hyper important de tester pour voir si moi les résultats que je dois mettre en avant, je les ai sur moi, si moi déjà le produit il me plaît également, et si je fais pas de réaction allergique ou quoi. Des choses comme ça. Et tu fais aussi attention à d'autres critères qui sont pas forcément que des critères techniques ou cosmétiques. Je sais pas, ça peut être là où sont fabriqués les produits, ça peut être je sais pas les conditions de travail, etc. Oui, je fais attention. Tu fais attention. Oui, c'est ça, je fais attention à ça. Choses auxquelles tu fais attention, pardon. Oui, surtout que j'ai quand même créé ma marque de cosmétiques qui est du coup vegan et cruelty free. Donc et qui s'appelle Fabien Cosmétique du coup, mais c'est vrai bien, que c'est simple, efficace. Exactement, simple, efficace. Mais c'est vrai que par exemple si moi j'ai décidé de créer une marque vegan, c'est quand même bizarre si derrière je vais collaborer avec une marque qui n'est pas vegan
ou alors qui n'est pas cruelty free, c'est-à-dire qui ne teste pas sur les animaux. Enfin, pour moi, ne pas tester sur les animaux, c'est quelque chose de logique dans le cosmétique. Donc ça fait vraiment partie du coup de tes critères de base. Ouais. Et des fois, il va y avoir des marques malheureusement qui vont tester sur les animaux encore, etc. Donc là, du coup, hop, ça va être un peu compliqué, quoi. Alors c'est quoi une marque de cosmétiques vegan? Vegan, en fait, c'est par rapport aux ingrédients, par rapport surtout aux colorants. En gros, dans les pigments, en fait, qu'on utilise pour les fards à paupières, les rouges à lèvres, etc. On va souvent avoir le pigment rouge qui s'appelle le carmin. Et en fait, c'est une cochenille qu'on va venir écraser, donc c'est comme une petite punaise. Sauf que du coup, c'est pas vegan étant donné qu'on va venir écraser un insecte pour avoir ce colorant rouge pour pouvoir colorer nos produits. Sauf que du coup, quand c'est vegan, ça veut dire que ce sont que des colorants qui sont naturels et on va pas toucher par exemple aux animaux. D'accord. Donc, c'est pour ça vegan. C'est comme l'alimentation du coup, mais dans la conception d'un produit, quoi. T'as déjà eu des demandes de partenariat complètement loufoques? Oui, j'ai eu des partenariats totalement loufoques. Je crois que mon plus loufoque, ça a été OnlyFans. Ok. Ouais. L'application qui m'avait justement contacté, mais pas pour poster des photos comme certains peuvent le faire aujourd'hui, mais c'était pour proposer en fait mon contenu à moi, mais sur l'application. Oui. C'est-à-dire des maquillages, des vidéos, des photos, etc. Sauf que je ne me vois pas faire payer des gens pour voir mon tuto maquillage. Je trouve ça un peu absurde. Et puis, si tu les proposes gratuitement par ailleurs. Exactement. Mais au final, j'aurais quand même pu imaginer, si vous voulez voir le tuto de ce maquillage hyper compliqué, du coup, vous allez sur OnlyFans. Mais même, dans tous les cas, quand même, la connotation OnlyFans, même si c'est pour rajouter... Ça devait être peut-être à une époque où OnlyFans, c'est de se racheter un peu une crédibilité. Ouais, ils essaient un peu de sortir, je crois, du porno, de l'intime, on va dire, pour devenir une plateforme ouverte à tous les créateurs de contenu. Ouais. Mais malheureusement, leur image maintenant, elle est comme ça, et elle est quand même fondée sur ça. Et je pense que s'ils veulent se détacher réellement de ce contenu-là, ils ont qu'à pas le proposer au final. Mais... Et puis ça brasse tellement d'argent. Exactement. Donc s'ils le proposent, c'est que ils ont pas forcément envie de se détacher non plus. Ouais, bien sûr. Donc moi, j'ai pas envie de m'attacher à ça. Donc bon, voilà. Bon, pour en revenir aussi à la façon dont tu gagnes ta vie, t'as créé cette marque de cosmétiques. C'était quand? Du coup, la marque de cosmétiques, elle est sortie le 6 décembre dernier. D'accord, ça marche bien, t'es content? Ouais, je suis très 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 content. Ça a été très compliqué parce que le domaine de la cosmétique en France est extrêmement réglementé. Enfin, du moins en Europe en général. Et tant mieux. Et tant mieux, exactement. Mais c'est très 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 réglementé. Il y a beaucoup de tests à faire. Honnêtement, c'est entre la production des produits qui également dure énormément de temps parce que du coup, tout est made in Italy. Et forcément, vu que c'est made in Italy, c'est quand même les règles de l'Europe. Je veux dire, les employés qui travaillent pour créer mes produits travaillent bien dans des bonnes conditions et surtout légales. Donc forcément, ça va être long. Par exemple, pour créer une palette, ça va être 9 mois de production, sans compter le développement. Là, c'est juste, par exemple, tenez, on a cette idée, on a choisi les fards, vous nous produisez ça, hop, 9 mois. Donc c'est très très long. Sachant qu'avant, faut avoir l'idée, faut réfléchir à quelle couleur, le packaging, etc. Donc c'est hyper long. Et après, par rapport à la réglementation, du coup, il y a énormément de tests. Et les tests, on va dire que c'est 6 mois en plus à mettre. Donc c'est très très long. Ça veut dire que ça fait un petit moment que t'avais cette idée en tête. C'est ça. Du coup, en fait, quand Fabien Cosmétique est sorti le 6 décembre, ça faisait déjà 2 ans qu'on était sur le projet. Donc là, ça avait mis encore plus de temps parce que c'était la création d'une marque, c'était l'image d'une marque. C'était pas juste sortir un produit, c'était tout créer de A à Z. Et quand tu dis on, c'est qui exactement? C'est on avec mon frère, parce que du coup, on a créé Fabien Cosmétique à 2. Parce que mon frère, c'est plus le côté, papier, intellectuel, administratif, etc. C'est la tête, en gros. C'est la tête. Moi, j'ai les idées. Et c'est cool de bosser avec son frère. C'est ça, ouais, c'est très cool. Et surtout, en plus, on est complémentaires. Ouais, totalement. Et c'est surtout le côté complémentaire au final, parce que si on a tous les deux les idées, mais qu'on sait pas les mettre en place, c'est compliqué, quoi. Tout à fait. Donc du coup, j'ai les idées, lui, il peut les mettre en place. Tac, on s'associe, c'est bon, quoi. Et où est-ce qu'on trouve tes produits? Sur le site internet, directement, Fabien Cosmétique. Et alors, comment on fait pour revenir juste sur ces produits? Comment on fait quand on part de zéro? On s'adosse à une entreprise dont c'est la spécialité, qui fait déjà de la marque blanche pour d'autres personnes. Enfin, comment tu fais? En soi, c'est ça. En gros, faut chercher un laboratoire. Donc forcément, après, c'est tout simple. On va sur Google, on tape ce qu'on recherche. Donc par exemple, le laboratoire cosmétique, maquillage, et ensuite on va quand même mettre comme mot-clé le lieu de fabrication. Donc vu que moi c'était made in Italy, on a cherché en Italie. Donc là on va avoir plein de catalogues de laboratoires qui vont nous être présentés, mais étant donné qu'il y a quand même des réglementations et des clauses à respecter, on voit
le nom des laboratoires, mais on ne sait pas réellement avec quelle marque ils travaillent. On ne sait rien. On sait juste quels produits ils font. On connaît rien en termes de tarifs. On ne sait rien. Donc du coup, juste après, faut contacter par mail. Et après, si on contacte par exemple un des plus gros laboratoires, faut avoir la chance qu'ils nous répondent aussi, parce que du coup, forcément, ils sont très demandés. Ouais. Donc pourquoi l'Italie? L'Italie parce que en termes de maquillage, c'est quand même un gage de qualité. Okay. En termes de cosmétiques, les plus grosses marques de maquillage qualitatif, ça se passe en Italie. C'est vraiment le pays principal pour la cosmétique. Et alors qu'en France, par exemple, nous, on va être plus connus pour le parfum. Tout ce qui est, par exemple, les fragrances, etc. 3/4 du temps, on va voir que c'est made in France. Alors que le maquillage, ça va être écrit made in Italy. Donc c'est un gage de qualité. Donc voilà. Alors, est-ce que tu as crash testé tes produits? Oui, j'ai crash testé énormément avant de les tester. Tu leur as donné des points négatifs quand même ou pas? Alors pas ceux que j'ai commercialisés bien entendu, mais ceux que j'ai pu tester au tout début, parce qu'il y a tellement de formules différentes, etc. Parce que on pouvait partir d'une marque blanche. Ah, tu veux dire que tu as publié du contenu aussi sur la phase un peu avant d'avoir comment dire, avant que tes produits soient vraiment aboutis? Non. En fait, je faisais des crash tests dans mon coin. D'accord. Quand des fois je faisais des TikTok ou des stories où j'étais maquillée avec ma propre marque, mais personne ne le savait, parce que c'était quand même le secret et je voulais pas le dévoiler. Et puis aussi attention le mauvais œil. Moi, je crois beaucoup en ça, donc je me dis juste dès que ça sort, je le dis, mais je prévois pas à l'avance de le dire, etc. Parce qu'on sait jamais. Mais ouais, je voulais pas vendre la mèche. Mais par contre, oui, il y a tellement de possibilités dans le maquillage. Il y avait tellement de tests à faire sur moi par rapport aux textures, la pigmentation, etc. C'est trop compliqué, quoi. Et alors, t'as testé tu as lancé cette marque avec ton frère parce que tu t'es dit que finalement sur le marché, il n'y avait pas forcément quelque chose qui te correspondait tout à fait. Ou bien tu t'es dit tiens j'ai quand même une grosse communauté, j'adore ça, je vais créer ma marque parce qu'il y a une opportunité quand même à la clé. Moi de base honnêtement c'était vraiment à 100% parce que c'était un besoin pour moi dans le sens où c'était un rêve parce que quand j'ai commencé à me maquiller justement des fois j'avais pas forcément par exemple l'argent d'acheter un highlighter, donc du coup ce que je faisais c'est que je prenais des anciennes palettes à moi de maquillage, je les écrasais, par exemple les pigments, je mélangeais les pigments comme ça je me faisais mon propre highlighter, mon propre fard à paupières par exemple avec la couleur que je désirais, etc. Et en fait j'ai toujours trouvé ça hyper cool et tout, et forcément après quand j'ai vu que j'avais la possibilité de faire ça parce que j'avais peut-être des futurs clients avec ma communauté, parce que aussi financièrement je pouvais développer une marque de cosmétiques. Du coup je me suis dit ok, je peux réaliser quand même un de mes premiers rêves et un de mes plus gros rêves, je veux le faire. Et c'est aussi parce que forcément je me suis jamais senti représenté comme tu l'as dit dans toutes les marques qu'on peut avoir de nos jours. Ça avance encore une fois le côté des codes dans le sens où on va avoir des hommes qui se maquillent et les marques peuvent les mettre en avant, mais c'est quand même très rare, c'est surtout via les réseaux sociaux. Et via les réseaux sociaux, on le sait que des hommes se maquillent. Mais moi, ce que j'aimerais justement, c'est quand même voir à la télé des pubs avec des hommes qui se maquillent, un homme avec des fossiles, avec un rouge à lèvres, etc. Et ça, on ne le voit pas encore. Non, c'est vrai. Parce que forcément, je pense que les marques, elles ont peur. Et je le comprends aussi. Et parce que de toute façon aussi, ceux qui regardent encore la télé, c'est quand même des personnes un peu plus âgées qui n'ont pas encore vu un homme qui se maquille. Donc du coup, forcément, ça va pas être une bonne communauté pour la marque, quoi. Enfin, ça va pas être la bonne audimat, quoi. Mais enfin le bon audimat, pardon. Et ouais, en fait, je me suis dit juste j'ai envie de créer une marque qui me représente, qui est neutre, qui est juste en fait c'est du maquillage. Il y a pas ce côté girly, il y a pas ce côté aussi masculin parce que pareil. Oui. C'est la question que j'allais te poser. Ta marque, elle est pas spéciellement destinée plutôt aux hommes ou plutôt aux femmes. Il y a pas. Je déteste ça. Vraiment, même les marques de cosmétiques où c'est écrit pour hommes, je trouve ça d'une débilité. Enfin, honnêtement, je trouve ça tellement bête parce que d'une part, les ingrédients ne changent absolument rien. Oui. Enfin, il y a rien qui change. Exactement. Hormis le packaging qui va être bleu marine ou noir. Waouh, super l'évolution, quoi. Et il y a écrit pour hommes. Oui, ça rassure. Bravo. Mais enfin, ça peut partir d'une bonne intention, mais c'est que du marketing. Ça dessert un peu la cause, quoi. C'est ça. Et je trouve, en fait, pour moi, c'est inutile. Autant juste faire directement une marque qui va pas rentrer dans des codes féminins ou alors dans des codes dits masculins. Juste, tu fais ta marque. Point. C'est neutre. Tu dis que tout le monde peut s'en servir. Tu montres également que tout le monde peut s'en servir. Et puis, c'est tout. Et c'est exactement ce que je voulais faire. Et puis, c'est ce qui est arrivé. Donc, je suis trop content. Fabien, à quel moment t'es pour la première fois sorti de chez toi maquillé? Ça devait être un grand jour, non? C'était un très grand jour, ça c'est sûr et certain. Et honnêtement, je pense que c'était très très tard. Je pense que c'était il y a 1 an. Ah ouais? Ouais. Ah ouais, c'est super récent. Il y a 1 an, c'est très récent. Sachant que du coup, j'étais sorti maquillé pour un événement. C'était même pas dans la rue. C'était vraiment parce que j'allais rencontrer des marques, parce qu'il y avait une activité
parce qu'il y avait quelque chose en lien avec mes réseaux sociaux. Donc là, forcément, je vais sortir maquillée. Mais ça, je dirais que c'était il y a 1 an. Mais sinon, sortir maquillée pour la première fois de mon plein gré, par exemple, pour aller faire les courses, c'est arrivé il y a 3 mois. Donc encore une fois, très, 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 très récent. Et tu l'avais pas fait jusqu'à présent parce que, jusqu'avant ces 3 mois, parce que tu t'estimais que c'était trop risqué, t'avais trop peur des réactions des gens encore. Trop risqué, j'ai pas envie de me faire fracasser la gueule juste parce que j'ai un rouge à lèvres dans la rue, quoi. Et je trouve ça quand même très grave de me dire, ok, donc là, je dois faire les courses. Malheureusement, je suis maquillée. Est-ce que je me démaquille et tout va bien, ou est-ce que je risque de sortir avec un rouge à lèvres et de me faire fracasser la gueule juste parce que je vais faire mes courses avec un rouge à lèvres? C'est un peu compliqué. Je trouve ça extrêmement grave quand même de réfléchir à ça juste pour descendre en bas de chez soi. Ah oui, bien sûr. Mais malheureusement, c'est quand même mon quotidien. Et parce que aussi, en fait, j'adore passer inaperçu. Je déteste qu'on me regarde. En fait, ça m'angoisse. J'ai l'impression d'avoir, je sais pas, quelque chose sur le nez, d'avoir, je sais pas, d'être défiguré ou j'en sais rien, de me dire, ok, aujourd'hui, je suis moche et tout. Enfin, ça m'angoisse énormément. J'adore passer inaperçu. Et forcément, un garçon avec un rouge à lèvres avec des faux cils, les gens vont regarder. Et là, du coup, hop, je me sens totalement angoissé parce que j'ai l'impression que les gens rentrent dans ma bulle. Moi, à partir du moment où personne me regarde et que je suis tranquille comme ça dans la rue, je suis dans ma bulle. Mais à partir du moment où il y a juste quelqu'un qui va me regarder, là, hop, la personne, elle va venir dans ma bulle, elle va venir je sais pas, elle est là, je sens sa présence et je veux pas. Du coup, j'angoisse et je déteste. Et alors, comment ça s'est passé il y a 3 mois? Bah, ça s'est bien passé. Donc, j'étais très content. J'ai eu forcément des regards, des regards insistants. J'ai pas senti un regard de dégoût non plus. Après, je trouve que c'est quand même assez facile de reconnaître les regards. Oui. Dans le sens où on va avoir des regards intrigués, des regards de personnes qui sont contentes de nous voir peut-être, et des personnes qui vont être vraiment avec un dégoût en mode oula, qu'est-ce que c'est que ça. Et là, j'en ai pas eu, donc j'étais quand même très content. Mais j'ai quand même eu beaucoup de regards intrigués. Je sentais que c'était vraiment du style en mode c'est bizarre. Un peu avec le sourcil un peu froncé, la personne elle essaye de comprendre, est-ce que c'est un homme, est-ce que c'est une femme, je sais pas, c'est bizarre. Après ces regards-là, on peut difficilement les éviter et les comment dire, et les critiquer. Enfin, on va dire c'est vrai que c'est pas commun, c'est pas courant, tu vois, donc on peut se dire que c'est humain. Ouais, c'est humain. C'est humain de regarder les gens dans la rue, etc. Voilà, Mais c'est vrai que pour une personne qui par exemple veut juste être tranquille dans la rue et qui au final veut juste être j'ai du maquillage et il y a rien de choquant, en fait c'est hyper dérangeant parce que ça nous ramène à une condition où même avec juste un regard ça nous rappelle en fait que c'est bizarre un homme qui se maquille. C'est frustrant. C'est comme ce commentaire qu'on va me dire souvent, tu te maquilles mieux que moi alors que je suis une fille. Alors je sais que le commentaire c'est gentil, c'est juste pour dire que je me maquille bien, mais en soi ça ne veut rien dire parce que quand tu nais femme, on te met pas des pinceaux dans les doigts pour que tu puisses te maquiller dès ton plus jeune âge et pour que tu arrives à te maquiller, ça n'a aucun rapport. Et cette phrase en même temps ça signifie encore une fois que c'est bizarre un homme qui se maquille bien. Non, enfin il y a rien de choquant, il y a rien de grave. Et du coup ce genre de petits regards ou ce genre de petits commentaires, ça me rappelle et ça me conditionne au fait que techniquement j'ai pas le droit de me maquiller. Tu te sens du coup investi d'une mission, d'un combat aussi quand tu fais ces vidéos? Oui. Ouais. Oui, honnêtement, des fois je m'en rappelle. Des fois je me dis, souvent je me dis justement, je fais juste des TikTok et tout, je fais rien de ouf. Puis après je me dis quand même, je montre qu'un garçon ça a le droit de se maquiller et peut-être que grâce à moi, il y a plein de personnes qui vont s'ouvrir l'esprit, que leur esprit va se développer et ils vont se dire, ah oui, c'est totalement normal un garçon qui se maquille. Donc des fois j'essaye quand même de me dire peut-être que grâce à toi des gens vont grandir et vont peut-être changer leur mentalité. C'est ce que j'allais te demander, est-ce que t'as déjà eu des commentaires ou des messages privés d'hommes, de garçons qui t'ont dit tiens grâce à toi moi aussi j'ai franchi le pas et moi aussi je suis allé au bout de ce que j'avais envie de faire, c'est-à-dire me maquiller. Ouais, j'en ai reçu énormément et en plus de ça quand même de personnes très jeunes, par exemple dès l'âge de 13 ans en fait à chaque fois c'est trop mignon parce que j'ai une petite présentation de la personne, par exemple, je vais inventer mais coucou, je m'appelle Théo, j'ai
j'ai 13 ans, je me rends compte que j'aime le maquillage et que j'aimerais me maquiller, etc. Et vraiment, j'ai cette passion du maquillage grâce à tes vidéos et du coup, tes vidéos me soulagent parce que je me dis que j'ai le droit de me maquiller, etc. Et du coup, juste un message comme ça et le recevoir, je me dis, ah ok, putain, enfin, je sers à quelque chose, c'est peut-être futile, mais je sers quand même à quelque chose sur cette planète Terre en France, quoi. Et c'est trop bien. Ouais, et puis c'est ça qui va permettre de faire rentrer cette pratique dans le paysage, dans la rue, et que ça n'attire plus le regard au final. Exactement. Que ça a complètement rentré dans les mœurs. Exactement. Juste qu'on soit en mode bon bah chill. Comment tu gères les haters? Je les gère très bien. Honnêtement, je les gère très très bien les haters et ça depuis le tout début. Donne-nous tes tips. En fait, c'est tout bête, mais du coup, étant donné que Richard, ça a été un des premiers garçons à se lancer sur les réseaux en tant que homme qui se maquille, j'ai tout de suite regardé ses commentaires pour voir comment est-ce que le monde réagissait face à ça, et j'ai tout de suite vu la haine qu'il se prenait, les insultes, que ça soit sur l'homophobie, etc. Et du coup, en fait, je me suis conditionné avant même d'être influenceur à me dire ok, tu vas recevoir ce genre de commentaires, tu vas recevoir des menaces de mort, tu vas recevoir des messages très violents qui vont te souhaiter des choses atroces, etc. Et du coup, quand je me suis inscrit réellement sur les réseaux pour en faire mon métier, quand les commentaires sont arrivés, je me suis dit ça y est, ça commence. Ouais. Et puis après, j'étais totalement préparé, et il y a quand même aussi, il faut se dire, c'est quand même une barrière, le téléphone. Une personne qui va critiquer derrière son téléphone ne va pas venir te cracher à la gueule dans la rue, ou alors c'est extrêmement rare, et malheureusement c'est pas de chance du tout, mais la haine, honnêtement, je n'ai jamais reçu de haine dans la rue, alors que quand même je sors dans la rue, même si je suis démaquillé, par exemple ma communauté elle va me reconnaître, etc. Ou même des gens qui ne sont pas de ma communauté m'ont déjà reconnu, par exemple, je t'ai déjà vu sur les réseaux. Donc c'est sûr que dès que t'es face à face, oui, ça fait un peu moins les malins. Exactement, face à face, la personne elle va rien dire parce que je sais pas, la personne elle ose plus rien dire, alors que le téléphone ça leur apporte une petite protection et ils se disent ok, c'est bon, je peux insulter parce que dans tous les cas il sait pas qui je suis, donc c'est bon. Et c'est ça quand même, faut prendre du recul sur ça, il faut se dire les insultes que je vais avoir sur les réseaux sociaux, ça reste sur les réseaux, et dans la vraie vie ça va être quand même différent. Mais t'as pas eu de cas de harcèlement de un ou deux comptes qui étaient particulièrement virulents et régulièrement et qui dès que tu bougeais le petit doigt étaient là à t'envoyer des messages problématiques? Alors honnêtement non, parce qu'à partir du premier message je bloque. Ok. Moi donc ça c'est ok. Moi honnêtement je suis pas du style ah oui mais la liberté d'expression, si j'ai envie de te dire t'es moche, j'ai le droit, etc. Non, enfin moi j'allais dire t'es moche ou envoyer une insulte homophobe ou juste une insulte tout court, c'est pas de la liberté d'expression, pour moi c'est juste c'est de la haine et c'est être stupide. Donc pour moi c'est bloqué, c'est point final. Moi les réseaux sociaux c'est comme mon appartement, si tu rentres dans mes réseaux sociaux, c'est que c'est comme si tu rentrais chez moi, et il y a pas n'importe qui rentre dans mon appartement. Et pareil dans ma communauté, pareil sur mes réseaux sociaux, une insulte, un message hyper haineux, bloqué, finito pipo. Voilà. Finito pipo. Exactement. Pour moi, il y a pas de oui mais non, non, bloqué. Ouais, bien sûr. Et Fabien, c'est assez, je dois le dire, remarquable ta façon aussi de faire la part des choses, parce qu'il y a beaucoup de créateurs de contenu qui reçoivent aussi de la haine et qui prennent ça vraiment pour eux, quoi, et qui se sentent vraiment atteints au plus profond de leur être par ces messages, avec des drames, des choses dramatiques qui sont déjà arrivées. Donc bravo, c'est un bon exemple pour tous les créateurs de contenu qui nous écoutent. Est-ce que tu remarques des différences de traitement de la haine en fonction des plateformes? Sur TikTok, sur Insta, sur YouTube? Oui. En termes de modération, totalement. Ouais. Déjà, sur TikTok, étant donné que c'est l'application qui met le plus en avant, l'application va mettre en avant notre vidéo, par exemple, à n'importe qui. Ouais. Donc là, forcément, on peut tomber sur, par exemple, moi, du coup, sur des homophobes qui veulent pas voir ma vidéo, et au lieu de cliquer sur pas intéressé, vont venir commenter carrément ma vidéo pour m'insulter, par exemple. Même pas signaler, juste commenter, envoyer de la haine. Donc, je dirais que quand même sur TikTok, on peut avoir facilement de la haine. Sur Instagram, c'est plus compliqué parce qu'encore une fois, par exemple, sous une photo, c'est très rare qu'elle soit mise en avant, qu'il y ait une explosion et que du coup, boum, d'un coup, plein de likes, plein de commentaires, etc. Hormis sur les Reels, depuis la dernière mise à jour, où là, du coup, pareil, c'est un peu le même principe que sur TikTok, où ça peut être mis en avant à n'importe qui. Là, on peut avoir quelques commentaires. Mais sinon, après, c'est facilement triable, entre guillemets. Mais globalement, Instagram, c'est quand même très sain comme réseau, je trouve.
Et après plus que YouTube. TikTok. Ouais, dirais. plus sur TikTok, plus que sur ouais. TikTok quand même, parce que pareil, pour envoyer un message privé, c'est une démarche à faire encore en plus, parce que commenter une vidéo que tu vois, bah ça dure 30 secondes, donc c'est assez simple. Ouais. Maintenant, aller sur le profil, aller dans message privé et après écrire tout son texte de haine, etc. C'est Puis en plus, ça arrive pas directement dans ta boîte. Tu les as C'est dans ça, des oui. demandes de messages. ça, Donc, c'est faut dans les accepter demandes de messages, aussi, ouais. c'est ça. Donc bon, il y a quand même un step à faire, etc. Bon, certains le font, pour moi c'est des fous, mais ça, c'est très rare. Et après il y a YouTube, où YouTube, ça, encore une fois, c'est un peu le même concept dans le sens où bah si ta vidéo elle est mise en avant à n'importe qui, bah on peut recevoir beaucoup de haine, mais encore une fois c'est quand même très rare. Mais après pour moi le pire réseau ça reste Twitter. C'est pour ça que je ne suis pas dessus. Ouais, t'y es pas du tout. Ouais, non, j'y suis pas du tout. Pour moi, il y a rien de plus mauvais que ce réseau. Tout sort du contexte, tout est hyper mauvais. Il y a jamais, comment dire, il y a jamais une publication qui est un peu mesurée, modérée. Exactement. C'est tout de suite juste va crever quoi. Ouais, ça marche pas. Il y a pas de like, il y a pas de retweet, donc du coup ça sert à rien. Faut juste faire du trash directement. Dans les extrêmes. C'est ça. Et puis à chaque fois qu'il y a un scandale ou par exemple, imaginons, je sais pas comment dire, mais là récemment il y a eu un chanteur qui est décédé sur scène. Je sais pas comment il s'appelle parce que je connais pas, mais il est décédé sur scène. Et par exemple sur Twitter, qu'est-ce qu'on va retrouver? Bah la scène où il meurt sur scène. Enfin, je trouve ça tellement absurde quand même qu'on puisse mettre la mort de quelqu'un comme ça devant des millions de personnes et que ça soit comme ça à portée de main de n'importe qui. Alors qu'on parle quand même du décès de quelqu'un. Je trouve que c'est tellement mauvais et c'est tellement vicieux comme application. Ouais, il y a rien de pire, genre. Ouais, c'est sûr. Faut avoir l'estomac bien accroché. Exactement. On peut tout trouver, quoi. Donc, mais après, sur Twitter, tu peux aussi te retrouver, sans le vouloir, sur Twitter, sur un membre qui, juste pour faire du buzz, va aller récupérer un de tes reels ou une de tes vidéos. C'était déjà arrivé, non? Tu sais pas? Honnêtement, je crois pas, hein. Ou alors, j'ai pas vu, mais en même temps, vu que j'y vais pas, je ne sais pas. Mais après, je pense que j'aurais reçu, par exemple, 1 ou 2 commentaires, avec écrit, alors la sauce sur Twitter ou des choses comme ça, quoi. Mais non, ça m'est pas arrivé, mais par contre, c'est déjà arrivé à d'autres personnes que j'ai déjà vues, par exemple, juste pour il y avait une tendance justement où c'était une transition maquillage sur un son de rap et du coup forcément il y avait le côté transition où il y avait le garçon qui est vraiment en mode rap, etc. et tac, hop, transition où là il est maquillé et forcément là ça avait fini sur Twitter parce que faut pas toucher aux rappeurs, attention. La musique, enfin le rap c'est vraiment que pour les hommes, musique de bonhomme. Voilà, musique de bonhomme, attention. Ouais. Donc forcément là ça se retrouvait sur Twitter. Mais je vois le genre. Voilà. Moi ce qui m'avait surpris sur TikTok, pour en revenir à TikTok, c'est la rapidité avec laquelle ils effaçaient les commentaires que tu leur signalais. Oui. Il m'est déjà arrivé sur un TikTok d'une de mes invitées où elle se faisait pourrir et je trouvais que c'était complètement injuste. Et donc j'ai signalé le commentaire pour propos haineux et ça a mis 15 secondes. Oui, ils sont très réactifs. Ils posent pas de questions, ils sont super réactifs. Ouais. Mais ils sont très réactifs aussi si on leur répond. Par exemple, imaginons j'ai reçu une insulte. Moi, j'ai pas signalé la personne et du coup, je réponds à la personne. Peut-être pas forcément en insultant, mais en lui répondant de la même manière. Bah, la personne, elle va me signaler. Du coup, c'est moi qui vais être bloqué de commentaires pendant quelques jours. Parce que la personne a été plus rapide sur le signalement. Donc, ils sont très rapides, mais dans les deux sens au final. Ouais, donc, bien sûr. Ils vont pas prendre en compte le fait que c'est une réponse. Ils vont juste prendre en compte, ok, il y a 3 mots qui vont pas dans ce commentaire. Hop, bloqué. T'as déjà eu envie d'arrêter tout ça? De dire, j'arrête, j'en ai marre, tous ces chiffres, ces vidéos, ces machins, ces followers, ces commentaires. Non, j'ai jamais eu envie d'arrêter parce que oui, il y a du négatif sur les réseaux, mais comme dans n'importe quel sujet, comme dans n'importe quel métier, et il y a surtout du positif à partir du moment où sur les réseaux on fait du contenu qui est de base notre passion. Donc moi, le maquillage, je veux dire, le maquillage, que je le poste ou pas sur les réseaux, c'est ma passion de base. Donc je vais pas faire du contenu pour faire plaisir, je fais du contenu parce que c'est ma passion, que j'ai envie de le partager. Donc non, j'ai jamais eu envie d'arrêter. Après, je pense que par exemple ceux qui jouent totalement un rôle sur les réseaux et qui font du contenu qui même à eux ne leur plaît pas, je pense que eux par exemple vont se dire non, j'ai pas envie de continuer, ça me saoule, etc. Ce qui est totalement compréhensible. Mais moi vu que je fais que du contenu que j'aime, non. Pour finir, peut-être quel regard tu poses sur ces influenceurs, certains types d'influenceurs qui mettent en avant des produits qui sont complètement toxiques ou qui ont engendré des
soucis après de santé, des brûlures, des choses comme ça? Déjà, je trouve ça très inconscient. Déjà, d'une part. Après, honnêtement, j'ai pas souvenir de drama, ou en tout cas, j'ai pas entendu de choses comme ça, par exemple, d'influenceurs qui ont mis la vie en danger de certaines personnes, etc. Moi, à la limite, si j'ai pu entendre des choses mauvaises sur certains influenceurs, ça a été le dropshipping, mais voilà, c'est surtout le côté influenceur de télé-réalité au final, hein, mais c'est surtout ce côté-là. Après, c'est sûr que à partir du moment où on partage un produit où il y a quand même un petit risque derrière, faut prendre... Ah si, je me souviens d'une influenceuse de télé-réalité qui avait fait de la promotion pour rajeunir une partie de son corps de 13 ans. Ouais, je me souviens. Non, bon, là, honnêtement, j'arrive... Là, en fait, des fois, je me dis, soit c'est vraiment juste pour faire du buzz et ils s'en foutent du danger que ça peut faire, soit c'est juste de la bêtise. Mais j'arrive pas en fait à faire la nuance, parce que quand ils sont par exemple en programme de télé-réalité, je me dis bon là juste ils font exprès, ils font leur petite scène, ils font leur petite blague et voilà, tout le monde va rigoler en se disant oh là ils sont bêtes, alors qu'on sait que c'est faux. Mais là quand même faire des choses comme ça sur les réseaux, je veux dire entre filmer, écrire les textes et se dire ok je poste, il y a quand même je sais pas, il y a une notion de 10 minutes, 15 minutes. Il y a quand même un petit temps de réflexion à se faire dans la tête et se dire, mais non. Est-ce que c'est intelligent de poster ça ou non? Ouais, je pensais aussi à, alors c'est pas un produit dangereux, je sais pas si j'ai le droit de le dire, mais c'est une crème qu'on met quand on a des brûlures, des coups de soleil, des choses comme ça. Je sais pas si vous voyez ça. Honnêtement, je vois pas. Non, tu vois pas? Ouais, non, je vois pas du tout. Bon, et alors, je peux dire le nom de cette crème, c'est de la biafine. Donc, oui, la tendance. Et donc, il y avait une tendance qui, je crois que c'était notamment au Japon. Oui, exactement. Et donc, qui a quand même encouragé les jeunes femmes à s'enduire de cette biafine parce que ça blanchit la peau. Okay. Alors, je sais plus quelle propriété ils mettaient en avant. Je sais plus, mais je pense que c'est le côté régénérant, vu que c'est pour les brûlures. Ouais, je pense que et le laboratoire qui produit la biafine a dit attention, c'est pas du tout un usage recommandé. Il y a quand même des produits dans cette crème qui sont faits pour traiter les brûlures, etc. Donc, je me souviens. Mais c'était, si tu veux, c'était vraiment répandu, quoi. Il a suffi qu'une influenceuse ou deux disent regardez, c'est ma nouvelle routine beauté, j'ai envie de biafine, et voilà, avec la force de leur communauté, de leur force de caution, de recommandation, de prescription, ça a fait pas mal de... Non, mais oui, je me souviens, mais comme tu l'as dit, c'était surtout avec des influenceurs, par exemple, pas forcément français. Oui, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. En France, honnêtement, j'avais pas vu, moi, dans mes pour toi, par exemple, quelqu'un qui disait ma nouvelle routine, etc. J'avais plus vu à la limite des crash tests et ensuite les pour et les contre d'appliquer cette crème quotidiennement. Ouais. Et du coup, là, c'était plus de l'information. Parce qu'après, je pense que si c'est les contenus que moi je suis, je vais pas suivre forcément que des contenus où c'est que, par exemple, allez, faites ci, je vous jure, c'est incroyable, etc. Ouais. J'aime bien le côté quand même assez constructif parce que c'est ce que j'essaye de faire, donc c'est forcément ce que je vais suivre aussi. Donc du coup, je pense que c'est pour ça que j'ai pas vu forcément l'envers du décor avec le côté très mauvais au final de cette crème, quoi. Moi, j'ai tout de suite eu le contenu très explicatif. Bon, et encore une fois, c'est pas une critique sur la biafine, je peux me faire attaquer par le labo. Non, oui, c'est les personnes qui se sont dit allez, venez, on met ça tous les jours. Voilà, c'est un usage détourné. Ouais, c'est ça. Fabien, t'as des projets là pour les prochains mois? Alors sûrement un déménagement. Okay. Petit projet parce que du coup l'appartement devient trop petit. Donc nouveau studio de fait. Ouais, c'est ça. On aimerait bien parce que je dis parce que du coup avec mon compagnon, on aimerait bien quelque chose d'un peu plus grand, toujours dans Paris, parce que l'influence tout se fait sur Paris, donc on va pas déménager autre part que Paris. Et après je dirais c'est tout. Peut-être non, je sais pas, en vrai non, c'est tout. Ok, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. C'est beaucoup de charge mentale. C'est ça. Fabien, merci beaucoup pour cette petite heure passée ensemble. C'était très cool. J'ai appris plein de choses. J'espère que les auditeurs de l'autre côté également. Je te souhaite très bonne continuation de cartonner toujours autant sur les réseaux. Et puis voilà, merci aussi au nom de tous les gens qui te regardent pour ce que tu fais. Pour faire avancer des sujets qui sont merci pas à eux évidents, de me suivre même aussi. Encore en 2022. Merci à toi pour l'invitation et merci à ma communauté de me suivre. Salut Fabien. Ciao.